La meilleure table ronde, la dernière. Nous allons, malgré le retard lié à l'intervention de Jean-Hervé Lorenzi, bienvenue donc pour cette dernière session des rencontres d'Aix, construite sur la base d'un constat, le déplacement du pouvoir économique des pays de l'OCDE vers les pays émergents, l'affaiblissement apparent de l'Europe, apparent ou pas d'ailleurs, on va en discuter, avec la gestion difficile d'une crise venue des États-Unis, mais que nous traînons, si je puis dire, depuis maintenant plusieurs mois. Conférence construite aussi sur la base d'un espoir, le mouvement n'est pas forcément irréversible, à condition que l'Europe se donne les moyens du rebond. Alors, nous voilà donc réunis pour cette dernière session. Vous venez d'entendre la déclaration finale du cercle. Je vais essayer de vous résumer en même pas une minute, 30 secondes. Le premier point, le risque majeur d'une guerre d'échange au niveau du G7. Deuxième point, l'Europe, est-ce qu'il faut renégocier les échéances ou même la restructuration de la dette. Et puis France, cet appel pour un choc de compétitivité auquel Pierre Moscovici a commencé à répondre. Voilà, quel équilibre mondial, donc comment se dessinent ces nouvelles forces économiques. Pour en parler, je vous présente tout de suite les intervenants de cette table ronde qui, en tout cas, au moins d'un point de vue géographique et puis par leur qualité, représentent d'une certaine façon cette diversité. Le professeur Anne-Marie Slaughter, qui est professeur donc de politique internationale à Princeton aux États-Unis et qui a occupé de très hautes fonctions dans l'administration américaine. Monsieur Zoumine, qui est directeur général du FMI, travaille aux côtés de Christine Lagarde. Vous savez combien les pays émergents présents maintenant dans les décisions du FMI aux côtés des États-Unis pèsent, et Zoumine a exercé évidemment de hautes responsabilités à la Banque de Chine et à la Banque centrale chinoise. Il était ici d'ailleurs à cette table l'an dernier. Pascal Lamy, inutile de vous le présenter, longuement en tout cas, figure connue d'Aix, des rencontres d'Aix, mais aussi et bien sûr du monde de l'économie, puisqu'il dirige l'Organisation mondiale du commerce. Et puis enfin, Monsieur le Président du Conseil italien, Mario Monti, que je remercie. Nous sommes très honorés de votre présence aujourd'hui ici, et ça montre bien votre fidélité à ces rencontres d'Aix. Voilà. Et je n'ai pas présenté Jean Pisani, qui est à ma gauche, Jean Pisani-Ferry, qui préside le centre de réflexion Bruegel et qui va introduire cette réunion. Du cercle des économistes. Du cercle des économistes aussi, bien sûr. Micro. Voilà. Quand on a, si j'ose dire, sous la main le président du Conseil italien, on a évidemment envie de lui faire raconter sa nuit du 29 juin. On a envie de le soumettre à la question sur les conditions d'utilisation du mécanisme européen de stabilité sur les marchés de la dette souveraine, et puis peut-être aussi de l'interroger sur l'article 18 du Code du travail italien. Mais quand on a sous la main Mario Monti, on a aussi envie qu'il parle d'autre chose. Donc je n'exclus pas totalement que ces questions à un moment s'invitent dans la discussion, mais ce n'est pas comme ça que nous allons commencer. Nous commençons un peu pour poursuivre la subversion géographique qui préside à ces rencontres. Le soleil se lève à l'ouest. Et donc réfléchir aux cartes avec lesquelles nous travaillons, nous essayons de comprendre et avec lesquelles certains d'entre nous à cette table essayent d'agir. Alors je parle de cartes parce que c'est une manière de résumer la compréhension que nous avons de ce qui a changé depuis 5 ans maintenant, depuis qu'à l'été 2007, la crise financière s'est invitée dans notre quotidien. Les cartes, ce sont d'abord les cartes de la puissance auxquelles faisait référence François-Xavier Petry. Il faut se rappeler qu'en 2007, on se demandait encore qui on allait inviter au café dans les réunions du G8 pour marquer une certaine volonté d'ouverture à ces nouveaux venus. Mais ce n'est pas seulement la carte de la puissance, c'est aussi la carte de la crise. Il n'y a pas si longtemps, nous considérions que les crises de dette
et la volatilité économique était l'apanage des pays du Sud. Aujourd'hui, les crises de dette sont au nord et les pays du Sud nous donnent des leçons sur la qualité des institutions de politique économique. Jeffrey Frankel a fait là-dessus un travail intéressant qui compare les performances entre pays émergents et pays avancés. Ce sont aussi nos cartes de l'Europe. Personne, évidemment, n'imaginait, il y a 5 ans, qu'on puisse voir se produire la fragmentation financière qui est aujourd'hui la réalité au sein de la zone euro. Nous célébrions l'intégration et nous voyons aujourd'hui la fragmentation en marche. Et puis les cartes, ce sont aussi les cartes des réseaux de production. Il y a 5 ans, sans doute, nous commencions à comprendre qu'il est trop simple de considérer que les pays exportent ce qu'ils fabriquent, mais nous n'en avions pas encore mesuré toutes les conséquences. Aujourd'hui, nous le voyons, nous n'en avons pas, certainement pas tiré en matière de politique économique, de politique commerciale, toutes les conséquences. Et enfin, ce sont les cartes de l'interdépendance. Les vieux modèles avec lesquels nous travaillons nous disaient que l'interdépendance entre les pays, ça passait par les flux de commerce, ça passait par les flux de capitaux. Et puis nous nous sommes rendus compte brutalement dans la crise que ça passait beaucoup par les stocks d'actifs, les détentions croisées, l'intégration des marchés financiers ou leur désintégration, et que finalement ces canaux sur la base desquels nous travaillons n'étaient pas nécessairement la bonne représentation de ce qui se passait. Et en disant ça, je veux souligner qu'il y a un enjeu de pouvoir et d'analyse du pouvoir dans cette affaire de cartes, mais il y a aussi un enjeu de connaissance. Il faut se rappeler que lorsqu'on a créé l'Organisation mondiale de la santé, ou ce qui a précédé l'Organisation mondiale de la santé, on voulait lutter contre les épidémies et on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de mal à se mettre d'accord sur la manière de lutter contre les épidémies parce qu'on n'était pas d'accord sur la manière dont elles se transmettaient. Et donc ces enjeux de connaissance sont en fait extrêmement importants sur la capacité d'agir puisque si on n'a pas la bonne carte, évidemment, on a du mal à savoir où aller. Voilà un peu le thème de cette session. Alors l'organisation va être pas tout à fait usuelle. Nous avons demandé à Mario Monti un peu de patience. Et d'abord, les 3 autres intervenants, donc Anne-Marie Solotter, Zhu Min et Pascal Lamy, vont nous dire chacun comment leur carte du monde s'est modifiée au cours des dernières années, ce que ça implique, quelles sont leurs nouvelles cartes et comment elles aident à lire le monde, et puis peut-être aussi et surtout, comment est-ce que cette nouvelle lecture peut aider des dirigeants politiques à prendre les bonnes décisions. Très bien, merci. Je vous propose de démarrer tout de suite donc, avec Anne-Marie Slaughter. Cette redéfinition des cartes, des forces en présence, quelle est votre vision? Vous êtes donc politologue américaine très connue, professeur d'économie internationale, donc j'aimerais bien avoir votre vision sur ces évolutions. Merci. Merci. Je devrais vraiment parler en français, d'abord parce que Monsieur le Justice Breyer a fait l'exemple, et en honneur de ma grand-mère belge, qui a toujours insisté que nous parlons en français, même si elle parlait anglais couramment. Et elle-même a corrigé mes lettres. Je faisais toujours beaucoup de fautes. Elle les a corrigées et les a renvoyées à moi. C'était une grand-mère très exigeante. Mais même avec tout ça, en vue de l'importance de cette occasion et l'opportunité de parler à Monsieur le Président Monti, j'ai décidé que c'est plus important de pouvoir m'exprimer précisément. Alors je vais parler en anglais. Vous pourriez continuer. Vous pourriez continuer. So Jean Pisani-Ferry gave us 4 questions, but in good French Cartesian fashion, I really do better with 3.
so I shall make 3 points. First, how has my map of the world changed since 2008, but particularly since the Euro crisis, which for us, of course, started in April 2010. The most important political change for me is that after many years of trying to convince my fellow Americans of just how essential Europe is for our politics, we know that now. I'm not happy to have been vindicated in this particular way, but we are all too aware of the importance not only of Europe, but of the necessity of Europe and the United States working together. And we have seen in the past year a shift from the pivot to Asia to an understanding that the United States and Europe must work together on our strategy for engaging Asia. As I recently heard from high administration officials, we will be planning our joint strategy before the Asian Regional Forum. I will say to you that is a very important shift, that the US and Europe politically must work with each other for engaging Russia, for engaging Asia, and the rest of the world. So that's my first significant shift. It's perhaps a more positive one than you might expect. The second, with respect to the implications of the Euro crisis for European leaders, there is an enormous need for a much more positive political narrative than we now hear, particularly when we are asking people to make sacrifices, to talk of austerity or even limited growth followed by austerity does not summon the political will that is necessary, something that Barack Obama understood very well in 2008 and helped him get elected. Even if you listen, as I did, to Michel Barnier this morning, with a vision of a budgetary union, an economic union, and a financial union, I suggest to you that to ordinary citizens who are not the Cercle des économistes, that does not make their hearts beat faster. Instead, imagine something much more along the lines of what was created 60 years ago. Imagine a Mediterranean energy community. There is estimated in the Eastern Mediterranean up to 122 trillion cubic feet of gas, natural gas, enough to supply the entire world for 1 year. There are additionally more gas deposits and large oil fields in the Ionian and Aegean seas. It is possible to imagine a Mediterranean energy community that would deliver not only energy, but jobs and a much brighter future for Cyprus, for Greece, for Turkey, for Israel, even for Egypt, Tunisia, and on. Now you listen and you think, ha, American dreamers. Yes, but this month is the 60th anniversary of the Treaty of Paris, in which Robert Schuman and Jean Monnet and other Europeans had the vision to create the coal and steel community. And if you think the rivalries between the Greeks, the Turks, the Cypriots are bad, let us remember what feelings were between France and Germany in 1952. It is hard to imagine how much more suspicion and mistrust there could have been after World War II and 70 years of 3 wars that destroyed this continent. So I put to you that in this Cercle, where I've had many conversations about how the Eurozone was economically
ill-advised, but the politicians did it. I put to you that the politicians, once again, need to hold out a political vision that will make the economic changes and sacrifices that are necessary possible and indeed desirable in the service of a larger future. A future also that puts the périphérie in the center. Finally, in terms of where my map goes, we talk a great deal about transatlantic relations, but we define transatlantic relations in terms of the United States and Europe. I suggest we define transatlantic relations in terms of the 4 continents of the Atlantic Basin. Let me give you just a few statistics from the maps that are being created by the Center for Transatlantic Relations in Washington, mapping all the flows among the 4 continents of the Atlantic Basin. First of all, we heard from Lionel Zazou on Friday that Africa is no longer manioc, coton, and textiles. It is financial services and growth. If you think, and telecoms, if you put Africa and South America together, you have continents where the growth rate is, in many countries, 5 to 6%. If you look just at goods imports, only one measure, roughly 4% of the world total goes across the North Atlantic. But if you add in goods imports among the United States and South America and Europe and Africa, you get another 2%. And that is, of course, just a small fraction of what could be. Similarly, if you look at foreign direct investment, I'm using 2008 figures. Of course, the numbers in the transatlantic, the northern Atlantic are enormous, but European foreign direct investment in the Caribbean, South America, and Africa are double European FDI in all of Asia, and they're almost 60% of FDI in the United States. There are many other figures. If we think of ourselves in a networked world, the world that Esther Dyson just described and the world that I live in with American young people, in that world, the networks that cross the Atlantic Basin, the economic networks, the cultural networks, the historical, political networks, are the densest networks in the world. Going forward, I would like to suggest le soleil se lève au bassin Atlantique. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue à redessiner cette carte du monde. C'est très intéressant parce que à la fin de la session, je pense qu'on aura un monde complètement bouleversé avec donc Zoom In du FMI qui va nous donner sa propre vision de ces évolutions. Ça marche. Thank you very much for the invitation. But before the talk, I would like to convene our Managing Director, Christine Lagarde, the best regards to all of you. And she's a regular attendant for this conference, but unfortunately she's in Japan and in Asia, so she cannot come to this one. But she asked me to say salute to all of you, and she's very much looking forward to come back in the next few years. So I done my job, pass my boss's message. I think this is the most important issue. Now I'm free. So Jean asked the map, so I will precisely talk one point.
Anne-Marie have 3 points. I have only 1. The map and the changing map. Do I have a picture? I have to show you the map, so please. Yes, thank you. In the past 40 years, the world experienced dramatic growth. The real GDP increased 4 times, the exports increased 10 times, the banking assets increased 14 times, the broad money, the global increased 40 times. That's the way we are today. But each country in a different position move in a different way, which change completely the map of the world. I'm going to go very quick, so let me show you the few maps we observed. This is the map we observed. It's a normal map defined by geographic areas. We try to measure this map by GDP behind the countries. The map changes immediately. You see the map? You see the Russian become very small. That's not the whole story. We try to measure the country by trade. The map further changes. That's the trade. You see the Europe become very big. But this is most about intra-trade. If you take intra-trade off, it can change. But that's not all the story. We try to measure the country or states by the cross-border financial transactions. The map this time really changes. You see, China become very small. Europe become huge. Anyone want to guess? Is there one small one behind China? Which is this one? This is a €1 million question. This is Hong Kong. A very small, tiny city. But in terms of international financial transactions, see, almost equivalent to China. Anyone want to guess? I have to jump. Where is this one? It's a €3 million question. It's in the heart of Europe. You have to have an answer. That's the Belgian. So you will see, when we look at the map today, we have to look at what is the country represent in terms of economic strength, in terms of trade, and international financial transactions. It gives you complete different concept. But then we try to see how those countries link to each other. The map further changes. I'm not going to bother you with this chart, but now we go back to map again. These are the countries we observe as a normal position they stand. But if you're looking for all this in the past 20 years, how do they change? They change a lot. They move. The world today composes 3 big clusters. The big one is advanced economy. They all group together. You will say advanced economy always group together. I will say not necessarily. I'll give you the answer immediately. But the second group is a Pan-Asia group, which is an integrated vertical supply chain. You may not believe Brazil today belongs to Asia group. You may not believe Chile today belongs to Asia group. Mexico is still associated with the United States. So in the Latin American area, northern to the Panama Canal is still associated with US, but the southern part really moved to the Asia, become the integrated vertical supply chain of the Pan-Asia group. And the third group is the energy group. They're in the different area, right? We see Russia, we see Saudi, we see Nigeria, but they behave more or less the same. They share same business cycle, policy. They share a lot of interconnectedness in terms of financial trade and trade as well.
So this is three groups today become three big clusters. Let me show you what happened in the advanced economy. This is Europe. This is the place we're here in France. This is the Europe. If you're looking for only 12 years ago, before Europe, between 84 to 99, there's two centers in Europe. The first one is the southern center, it's very center between France and Italy. Anyone want to guess what is the core of the north center of the Europe? I can tell you it's not Germany. Actually, the north part is the UK and a few others. But after 15 years, 12 years Euro, all countries getting together. In 1999 to 2011, they all getting together, become one group, one big group. Even US economy today is so close associated with Europe than any time before. So it's a three big clusters of the map. It's the fundamental structure of the world today. There are a few questions. Does the process complete? The answer is not yet. How do we trade? It's a big challenge we are facing today for anyone. But we try to understand how those countries link to each other. So we define the country by the core, by the gatekeeper. The gatekeeper link with other countries and then others. Then we get the map. It's a global trade map. You will see the core still in the center. This is the US, in the Germany, it's France, and the UK here. You see China is in the core, but Japan is not. Because in terms of trading, particularly manufacturing trading, China is much more close to the core. And if you're looking for the machinery, this is machinery clusters. You will see the whole thing, the course in the center. I'm sorry, a little bit of a slow. I guess everybody have a vision 2.4, can see it. The course in the core center is the US and China and Germany, France, and this is the core, and expand to the whole area and cover different area. But they have a more and more overlapping in the past 15 years. But if you're looking for the financial map, in this map, there's no China at all. JC Island, for example, Cayman, become important in the map. And I try to bring everything together, but it's a complete mess. You just cannot read. It is a map about the trade and the finance, but it has so many layers. So unless the chairman gives me 3 hours, I'm not going to bother you with this one. So, but next one is interesting, not this one. We try to see, oops, I want to see Italy. So the key issues is also understand the gatekeeper is important. You see, Italy and Austria is really the gatekeeper for Poland, Slovakia, Hungary, Czechoslovakia, Croatia, for those areas. So those areas linked through, for example, Italy and Austria linked to the core and to the whole world. So the gatekeeper is particularly important. If they are strong, they will be reduced the risk. If they are weak, they will be amplified the risk. So we change the complete link of the global linkage as well. Now, I don't have time, so I'm going to quick. What's the consequence for that? A few consequences, very, very few. The first issue is the co-movement increased dramatically. You will see in this map, is the co-movements across the 3 major equities increased dramatically, roughly 10 years ago, from 40 to 50% to today, to 6 to 80%. It's particularly clear during the crisis, the co-movements increased dramatically. You see, this is the crisis area. You see the co-movement really jumps in the crisis. So this is the transmission of the confidence into the real financial market. And the next one is the equity market coefficient among the 5 continents.
If you're looking for the green one is the equity market in Latin America and the equity market linked with emerging Asia. The co-efficiency or co-movement between these two markets 10 years ago is 42%, today is 81%. Can you believe it? The Latin American equity market have a higher co-efficiency, co-movements, co-relation with the Asian equity market as high as 82%. Why? Because the Latin American today is a part of the global supply chain. Yeah. But this was the last one, so I'm okay. But last one is very important. We try to understand how much external shock will impact on the domestic economies. It was absolutely surprising. Before the crisis, in the emerging economy, you will see roughly 30% output variation of industry output is caused by external shocks. After crisis, 60%. So 60% industry output variation is due to the external shocks. The same thing happened in the advanced economy. Before the crisis, only 20% domestic industry output variation come from external shocks. Today, 40%. Really think about that. 60% or 40%, depending where you are, your domestic industry output variation is caused by external shocks. Think about that. Your domestic equity market, bonds market, and the currency market is roughly 60 to 80% associated with the market outside of your country. You do nothing, the market change. And the market change is impact on the balances of a government, of a company, and a household. So this is the globalization. Let me quickly conclude with 3 or 4 points I try to make. Number one, the whole world is much, much more connected than we thought. Much, much more. Number two, in a very complicated matters, it's a different situation. It's a multipolar. There's no clear drive force to drive the whole thing. It's a very different levels. Number three, after crisis, the gap between the global governance and the globalization become much bigger than ever before. Number four, in a truly connected world, the only thing can work out is a global cooperation and a global leadership, which is definitively we need and we're searching for today. Thank you very much. On va continuer avec ce nouveau, panorama de l'économie mondiale et des forces politiques avec donc Pascal Lamy. À vous de jouer. Donc je vais répondre rapidement et consciencieusement aux 4 questions de Jean. Micro. Ça ne dépend pas de moi. Allez-y, essayez. Merci. Donc première question, ce qui a changé dans ma carte du monde depuis 5 ans, c'est assez simple. Ça se traduit par une accélération d'une recomposition de l'économie mondiale qui avait démarré il y a un certain temps, mais que les 5 dernières années ont certainement accéléré. Les pays en développement occupent une part croissante de l'échange international. C'est maintenant plus de 40% du commerce international, plus de 50% des flux d'investissement. Cette évolution s'est accélérée et va continuer de s'accélérer sous l'effet de l'augmentation du différentiel de croissance entre pays développés et pays en développement. Il était de l'ordre de 2 points il y a encore quelques années. Il est aujourd'hui de 4 points. Ce différentiel a doublé et donc va entraîner un effet d'accélération de cette recomposition. Autre phénomène qui s'est accéléré, c'est l'évolution de la structure des échanges, de leur composition, c'est-à-dire cette évolution progressive
vers la multilocalisation des systèmes de production, ce qu'on appelle les chaînes de production globales, ce que j'appelle Made in the World, qui fait que l'essentiel du commerce international devient maintenant des biens intermédiaires et que, je vous donne un exemple là parmi beaucoup d'autres, et que ce qu'il faut maintenant faire, c'est mesurer l'impact de tout cela en termes de valeur ajoutée. Et il faut avoir en tête, pour bien comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui et ce qui se passera dans les 10 ou 20 ans qui viennent, une carte des échanges mondiaux en valeur ajoutée. Elle n'est pas encore tout à fait disponible. Beaucoup d'équipes dans plein d'endroits de ce monde y travaillent, de manière incroyablement coopérative d'ailleurs. Ça viendra et à ce moment-là, on réalisera que la carte du monde a effectivement complètement changé. En très gros, et pour faire très simple, le contenu en importation des exportations, en moyenne dans le monde, augmente d'à peu près 1% par an. Il y a 20 ans, le contenu en importation des exportations était 20%. Aujourd'hui, c'est 40%. Dans 20 ans, ce sera probablement 60%. Tout ce que ceci veut dire, et je termine de répondre à la première question sur la carte, c'est une accélération de l'interdépendance, ce que à la fois Anne-Marie et Soumine ont dit, mais aussi, à l'intérieur de certaines dépendances, une accélération de ce grand basculement vers les pays émergents. Signification de tout ça pour la situation globale et implication de la crise européenne. Deux conséquences majeures. Une conséquence économique. L'Europe rentre dans une phase de croissance lente qui va durer, selon que les Européens s'y prennent bien ou pas bien, 5 ans dans le premier cas, 10 ans dans le deuxième cas. Ceci a évidemment des conséquences sur le reste de l'économie mondiale, pour autant que l'Europe reste un très gros marché d'exportation pour les autres, c'est disons entre 15 et 20% du commerce mondial, hors commerce intra-européen de biens et de services. Comme ça va arriver aux États-Unis aussi, on ne sait pas très bien quand, mais l'année prochaine ou l'année d'après, nous voyons que ces deux gros moteurs sont en train de ralentir. Évidemment, ça a des conséquences sur le reste. Plus important, et ceci nous rapproche de la question suivante sur l'impact de tout ça en matière de gouvernance, impact politique, qui est ce à quoi nous assistons depuis 2-3 ans, qui est un effacement progressif de l'Europe dans la gouvernance globale, dans les organisations internationales, dans les systèmes internationaux, préoccupée qu'elle est de ses propres problèmes. Et comme nous savons tous, l'action internationale de l'Europe suppose une cuisine interne complexe et en bon état. Or, il n'y a plus au sein de l'Europe ni la cuisine, qui sont les institutions européennes, ni la volonté de la faire marcher, en tout cas pour un certain temps. Ceci a évidemment un impact majeur sur le fonctionnement du système multilatéral, dont l'Europe, pendant 50 ans, a été un des piliers. Et de ce point de vue-là, l'affaiblissement, l'effacement, le retrait européen est à la fois un acteur de cet affaissement et un lieu de cet affaissement du système international. Une fois de plus, mais on a déjà parlé de ça depuis longtemps en rencontre d'Aix, la construction européenne est à bien des égards un laboratoire de la gouvernance globale, une espèce de microcosme du cosme, et on voit ce qui se passe dans le monde avec la loupe européenne de manière beaucoup plus claire. Ceci a évidemment un impact, c'est la troisième question, sur les enjeux de gouvernance globale, parce que cette crise européenne, qui correspond à une crise du multilatéralisme beaucoup plus générale, dont encore une fois on voit les traces dans toutes les organisations internationales, que ce soit des systèmes informels comme le G20, que ce soit des organisations structurées comme l'OMC, que ce soit ce qui se passe en matière de changement climatique, que ce soit ce qui se passe en matière de coopération macroéconomique, de gestion des taux de change, partout. Cette crise ajoute à la difficulté qui préexistait à la crise et qui était celle de réorganiser le système international sur de nouveaux équilibres de droits et d'obligations plus complexes que les vieux équilibres nord-sud
simple, au fond, qui avait été élaboré dans les 50 années précédentes. La question à laquelle les acteurs du système international, je parle du système multilatéral, global, ne savent pas répondre, comme on dit en belge, Marie, c'est est-ce que la Chine est un pays pauvre avec beaucoup de riches ou est-ce que c'est un pays riche avec beaucoup de pauvres? Et selon la manière dont vous répondez à cette question, les conséquences que vous en tirez sur l'organisation du système multilatéral et des responsabilités, droits et obligations de chacun est profondément différente. Aujourd'hui, les États-Unis ont installé une réponse qui est que la Chine est un pays riche avec beaucoup de pauvres. Le seul ennui, c'est que la Chine, elle considère qu'elle est un pays pauvre avec beaucoup de riches et que dans ces conditions, le système va rester bloqué pendant un bon moment. Dernier point, plus spéculatif, surtout en présence de Mario Monti, implication de tout cela pour les dirigeants européens, sujet dont à la fois Anne-Marie et Tsumin se sont bien gardés d'évoquer. C'est plus compliqué pour moi. J'en vois deux. Le premier, c'est évidemment la priorité à l'intégration politique européenne. Ça n'étonnera personne dans ma bouche. Et je le dis en témoin des questions que se pose le reste du monde. Je ne parle pas en européen, là. Je parle en DG de l'OMC qui passe l'essentiel de son temps à parler, à négocier, à persuader, à d'autres que des Européens. Et depuis 1 an et demi, la question qu'on me pose le plus souvent, en général d'ailleurs discrètement, parce que ce n'est pas mon boulot, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe là-bas? On n'y comprend rien. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit plus clair à l'intérieur de l'Europe, même vous êtes probablement les mieux à même que moi de juger cela. Mais je suis persuadé que ce qui est en train de se passer, une espèce de muddling through pour prendre la langue de Molière, est fondamental, que vous êtes en train, vous Européens, de faire des pas d'intégration d'une dimension qui aurait été inimaginable il y a encore 4 ou 5 ans. Simplement, vous le faites, mais vous n'avez pas le narratif de cela. Ce qui vous manque, c'est une histoire. Nous sommes dans un monde où il faut avoir des histoires à raconter. Et au fond, vous avez perdu votre narratif européen, et ceci reste que de poser problème au moment où il va falloir revenir devant les opinions, dont nous savons tous qu'en moyenne, elles sont moins euro-enthousiastes qu'elles n'ont été il y a 20 ou 30 ans. Donc là, tâche prioritaire, à mon avis, des dirigeants européens, c'est de réinventer un narratif européen. Je vous propose la première phrase. La première phrase, c'est que l'Europe faisait 20% de la population mondiale en 1900 et elle en fera 4% en 2100. Ça, à mon avis, c'est le point de départ. Deuxième recommandation, dans ce monde dont la carte évolue, comme l'ont dit Anne-Marie et comme l'a dit Tsumin, évidemment, priorité numéro 1, et je ne parle pas spécifiquement en franco-français, la compétitivité, mais avec un concept de la compétitivité qui intègre les questions de cohésion et de sécurité sociale au sens large sur la compétitivité. C'est ma dernière image, et ce n'est pas une carte, ce sont 2 portraits, celui de M. Ricardo et celui de M. Schumpeter. Et je suggère que le Cercle des économistes offre à chacun des dirigeants européens ces portraits de ces 2 personnages pour qu'ils le mettent dans leur bureau. Et comme ça, ils auront tout compris de nos 3 exposés. M. Ricardo et M. Schumpeter ont parfaitement expliqué pourquoi la globalisation produit des efficiences considérables et pourquoi ceci se fait au prix de chocs économiques et sociaux considérables qui ne peuvent être traités qu'au moyen de dispositifs de cohésion sociale qui doivent être beaucoup plus forts que dans le passé. Et j'en terminerai, pour rester dans mon temps, avec une seule observation. Les pays les plus performants dans la globalisation de ces
10 ou 20 dernières années sont ceux dont les systèmes sociaux sont à la fois les plus sophistiqués et les plus solides. Il y a là plus qu'une coïncidence, je crois que c'est fondamental. Ce choc dont la racine est technologique et qui continue à animer l'économie mondiale, à l'intégrer et à l'interconnecter, comme on le disait tout à l'heure, se fait au prix de transformations économiques et sociales considérables, douloureuses, trop rapides pour beaucoup des cultures et des systèmes, et seuls des systèmes sociaux dont il faut reconnaître qu'ils font partie de l'équation compétitivité, à mon avis, permettront d'éviter que tout ceci ne dégénère en inégalités trop considérables, porteuses de conflits qui sont certainement dangereux. Merci. Mario Monti, vous avez entendu les interventions des 3 précédents orateurs avec cette accélération forte des mouvements de l'économie dans le monde. Dans ce contexte, l'Europe qui apparaît aujourd'hui pour le moins en marge, sinon en panne, comment l'Europe peut retrouver le leadership? Quelle est, votre vision de cette évolution, de cette cartographie mondiale et de la position de l'Europe dans cette cartographie? Merci. Merci beaucoup. C'est un véritable plaisir et honneur de me retrouver ici à Aix-en-Provence et d'être confronté à une question de cartographie. And I will follow the images of maps set out by Jean. And I'll make a few points as to how my own map of the world has changed since 2007. The first change is totally irrelevant, but I should underline it because this change may make me unable to assess objectively the other changes, namely, since mid-November last year, my way of looking at the map of the world has changed. Therefore, the equality of point of observation, I'm afraid, is not there. The position has changed, and of course, not for the better. How do I see the changes in the positioning of the EU in the global map? My impression is that in the last 5 years, the position of the EU in the global map has both increased and decreased. It has increased in terms of role if we measure it in terms of the demand of Europe by other parts of the world, demand of an incisive role of Europe in the governance of the global economy. And I believe that our Asian and American friends now, if they do complain about one thing, is the insufficient ability of Europe to supply, and this is the aspect where Europe is a bit fading away from the map, to supply that is our comparatively huge skills in terms of knowing how to handle a process of globalization, because we have done nothing else in the last 60 years other than handling quite successfully a process of globalization, albeit at the continental level, by having the market integration process accompanied by some coordination of public policy instruments. But for some reason, we are a bit shy and unable to supply on the global scale a material, how to handle globalization, that we have been the first ones, and so far, to be frank, the only ones to invent and to develop successfully.
In this divergence between the demand and supply of the role of the European Union in global governance, I believe that there is a profound, again, change in the internal map of the European Union, because we have been so good in projecting also externally a model of globalization, of governing integration phenomena, when it came to governing even huge differences in welfare, in per capita income, etc., in the integration of goods and services and even capital flows. But as was mentioned earlier, we are much more unable to handle asymmetries within the European Union when it comes to credit and debt. And this is really the reason why we are in the highly paradoxical position of having the best, almost, aggregate macroeconomic position. I'm not referring to growth, of course, but of all the other relevant variables in the world. But we dispute so much about the handling of differences that we project outside an image that makes every concerned and responsible American and Asian willing to put Europe on the bank of those who have to explain. And we see this very distinctly at the G8, at the G20, where in recent editions no other topic has been more discussed than the crisis in the Eurozone. And of course, we do know that in terms of foreign accounts, in terms of fiscal imbalances, debt and deficit, the aggregate of the Eurozone is much, much more balanced than the position of the US or the UK or Japan, but we stand out as the problematic area because we have so great difficulties in spite of an increasing network of rules and enforcement mechanisms to handle the differences. And here, unlike in the previous phase where real economic integration was bringing about a convergence of spirits, of psychologies, here when it comes to the divergence generated by the position of creditor and debtor, we are bringing back old dangerous prejudices, and we are gradually risking undermining and reverting the integration process. Therefore, I believe that we have to work very, very much on the internal map of the EU in trying to extract from each member state a contribution to the governance of Europe. If we were to come, as we are coming, to a creditocracy, it would be a very, very difficult proposition on which to build a governance for Europe. And here I also see an issue of how to harmoniously have a coexistence of the euro area as a whole with the rest of the European Union. And if I may refer here to the map which Italy is trying to give a contribution to build against the background of the work done by the previous foreign minister, Franco Frattini, who is here, we, of course, are crucially interested in working as closely as possible with Germany and France, and we are. But we see that cooperation as vital for the preparation of harmonious European councils, but we try to use our presence at that table, at that small table, in order to reinforce the community method and in order to build bridges with non-Eurozone member states like the UK or Poland,
which have a huge contribution to give to us in the Eurozone in terms of, in particular, of having a more open and lively and competitive vision of international trade and of the globalization of the economy. So I'm a bit uncertain whether we should really try to pursue a more cohesive European economic and political integration process simply based on the Eurozone. I know that in France this is by far the more commonly held view. I have some reservations there, and I believe that it would be best not to isolate ourselves too much from the other parts of the European Union. Leadership alongside governance is a word that recurs a lot in the materials that were prepared and also in the comments that have been made. Here, I must say, the problem within the European Union, I believe, is both institutional, and we have here President Valéry Giscard d'Estaing, who tried to optimize institutions from the point of view of their being able to deliver leadership. But I believe that even more important is the imperative, if we want to have a leadership to drive the European Union's and the Eurozone's decisions and to have Europe contribute to global governance, we have to settle a problem which is not only European, but is even more important for us in Europe, that is the map over time, not over space for once, namely the issue of short-termism versus long-termism. The paradox I see is that in the last few years, particularly in Europe, politicians have been able to take a bit of short-termism away from the financial markets, in particular through the various regulatory activities, and Michel Barnier was is a key architect in that. But almost through an osmotic process, short-termism has infected more and more the political process, which is bad everywhere, but which is particularly harmful in a country like the European Union, which is built on the notion of long-term, and the benefit of which can only be visible in the long term, whereas in the short term, of course, the problems of living with the different are overriding. Let me then stop here by saying that because there are hierarchies, at least temporary, of relevance of countries in shaping common decisions, I think it is particularly important that the country which at this historical time has a more than proportionate role in the determination of policies, that is Germany, should also be the country, as it has been over European history, more anchored to a clear structural Ordnung, as they say, view, whereas if there is short-termism, including in aspects about short-termism in discipline, in the exercise of discipline, then the whole construction may be somewhat unbalanced. I would be delighted to comment on problems and outcomes of recent European councils, but it's so bad that there is no time for that. Je vous propose maintenant d'ouvrir le débat avec à la fois la salle et entre nous ici sur cette tribune. Peut-être, Jean, un ou deux points dans ces présentations qui vous a marqué, qui pourraient permettre d'ouvrir la discussion. Ouais.
Oui, mais deux points peut-être. Le premier, c'est simplement pour souligner la convergence entre ce que disait Anne-Marie Slaughter, ce que disait Jumin, sur l'importance qui reste considérable de l'Europe à travers les connexions financières et à travers notre pouvoir de nuisance. Et finalement, ce que reprenait Mario Monti aussi, notre pouvoir de nuisance sur le reste de l'économie mondiale nous a mis au centre de la discussion et au centre d'une discussion dans laquelle, il me semble très caractéristique, c'est quand même le reste du monde a une attitude essentiellement positive. C'est-à-dire qu'il souhaite, par recherche de son intérêt propre, que nous réglions nos problèmes. Et toutes les théories de la conspiration qui pouvaient exister sur la volonté ailleurs de souhaiter notre échec, il me semble, sont clairement démenties par les faits. Le deuxième point, c'est le point qu'a souligné Mario Monti sur la créditocratie. Je trouve que c'est un point extrêmement important parce que, au fond, ce qu'on n'arrive pas à traiter dans les relations internationales, historiquement, ce sont ces questions de position de créanciers et débiteurs. C'est toute l'histoire des réparations allemandes, mais il y en a bien d'autres, à quel point les questions de dette bilatérale empoisonnent les relations internationales et sont un facteur de conflit. Et en Europe, pendant toutes ces dernières décennies, nous n'avons jamais eu à traiter de problèmes de ce type. Donc nous n'avons pas d'expérience. La seule expérience, c'est l'expérience internationale, c'est l'expérience du FMI. Et le FMI a été créé, au fond, pour traiter ces questions à travers une institution, avec une série de principes, et pour éviter la bilatéralisation de ces questions. Et la difficulté que nous avons, il me semble, c'est qu'en Europe, nous n'arrivons pas à éviter la bilatéralisation de ces questions. Nous créons une institution avec le mécanisme européen de stabilité, mais la perception, ça reste que le Nord paye pour le Sud et qu'on voit le populisme du Nord monter sur le thème « nous ne voulons plus payer pour le Sud ». Donc la question, c'est vraiment est-ce qu'on peut combattre ça par les institutions ou bien est-ce que c'est vraiment, nous sommes déjà arrivés à un point où ces mécanismes, on regarde à travers eux et on regarde à travers eux en se disant simplement c'est mon argent qui va chez les autres. Alors, je voudrais poser une première question à Mario Monti. Il y a aujourd'hui beaucoup d'indicateurs qui montrent que la production industrielle en Europe s'affaiblit, que les entreprises s'affaiblissent. On connaît les performances en commerce extérieur qui ne sont pas forcément bonnes, à part l'Allemagne. Dans les préconisations du cercle des économistes, il y a la demande d'un choc de compétitivité des entreprises, d'un choc sur le coût du travail. Est-ce que vous considérez que c'est un besoin aujourd'hui pour l'Europe que de restaurer la compétitivité des entreprises? C'est un angle aujourd'hui important pour pouvoir réamorcer le redémarrage? Oui, tout à fait. Je considère que c'est très important dans l'ensemble de l'Europe et c'est très important aussi de rétablir un plus grand équilibre de compétitivité à l'intérieur de l'Europe et de la zone euro notamment. Si on prend le cas de l'Italie, on voit bien que depuis 10 ans, 15 ans, le taux de croissance de l'Italie a été à peu près la moitié du taux de croissance du reste de la zone, enfin de la zone euro dans son ensemble. Et cela à cause, entre autres, d'un problème de compétitivité. Donc, je suis prêt à souscrire que c'est très important. Je ne suis pas prêt à souscrire que donc il ne s'agit que d'un problème de coût de travail. Il y a cela, évidemment, mais il y a un problème plus vaste de total factor productivity, donc des politiques de libéralisation, d'accélération des infrastructures, de rendre l'exercice de la justice plus en syntonie avec les temps du commerce, la lutte contre la corruption et ses lois et ses mécanismes, etc., sont aussi très importants dans la compétitivité. Une dernière remarque, si je peux, à propos de la remarque de Jean sur la créditocratie. Ce qui est curieux aujourd'hui est que
que les préjudices vont plus vite que la réalité. Ce n'est pas qu'ils la suivent avec un leg. Prenez, excusez-moi, mais j'ai consacré quelques mois à m'occuper, je ne sais pas pourquoi, du cas italien. Et l'Italie est considérée dans le nord de l'Europe comme un pays débiteur. Or, l'Italie n'a ni demandé ni eu un seul euro du IFSF, etc. Nous avons contribué en proportion, et donc nous sommes sur un niveau très similaire à celui de la France et peu en dessous de celui de l'Allemagne. Nous avons contribué en termes de soutien à la Grèce, à l'Irlande, au Portugal. Maintenant, on le fera pour les banques espagnoles. Mais dans la mentalité, c'est un pays débiteur. Alors ça, c'est quand même curieux. Et c'est curieux. Et alors, si on demande, comme on l'a fait avec l'appui de la France notamment et d'autres, dans le dernier Conseil européen, qu'on renforce les structures de l'eurozone en mettant en place un mécanisme qui pourrait limiter les divergences de spreads, ce qui n'a rien à voir avec une politique monétaire de stabilisation du taux d'intérêt, eh bien, on pense déjà, et si on dit peut-être le pays qui le propose, en ce moment l'Italie, n'aura pas la nécessité de s'en avaloir. Mais c'est la psychologie des créditeurs par rapport. Et si on dit en Finlande ou aux Pays-Bas, mais où sont les dettes italiennes, ils seraient très très surpris à constater qu'il n'y en a pas. Très bien. Je vous propose qu'on prenne tout de suite des questions dans la salle. Allons-y, puisqu'on est là aussi pour échanger. Est-ce qu'il y a des questions par ici? Non? Alors là-bas? Avant de venir aux questions. Oui. Il y a ici par là. Mais il y avait monsieur aussi là. Question à Monsieur Monti. Oui. I'll switch it in English, maybe. I was with two CEOs from large company, from BNP Paribas and AXA a few days ago. And since they were managing such large organization as AXA and as BNP Paribas asked them, to Mr. De Castres and Mr. Pebro, how do they judge European leadership? And how they think the problem should be addressed? Mr. De Castres, I think, nailed it by saying there's 4 issues. There's the issue of leadership, but... Posez rapidement votre question, parce que okay. Si vous nous exposez les 4 points de Henri De Castres, je crains que... Okay. So there's this issue of leadership, but the issue of leadership doesn't go without organization, institutions, but also vision. So my quick question is, to solve the problem, what's your vision, long-term vision, for Europe? Merci beaucoup. Oui. Allez-y, Mario Monti, puis après je pense qu'on pourrait aussi demander à ses voisins quelle est aussi à eux leur vision à long terme de l'Europe. Mario Monti. But how could I ever articulate my long-term vision for Europe without knowing in some detail the debate that went on between Monsieur De Castres and Monsieur Pebro? No, my vision on Europe long term is honestly not pessimistic at all, because of course we are going to grow less than the others in terms of democracy of demography. No. Grow. Democracy, we are the only thing which is vaguely an international organization, and indeed much more than that, with a truly democratic foundation, which is the European Parliament.
and we will have to persuade ourselves that it is a true parliament that exercises a true control of the legitimacy over the executive, at any rate. For the rest, I'm rather optimistic because this is very superficial, but I have to be quick, of course, at least once. And because we are going through a deep crisis, but when we will look at the Europe between 1995 and 2015, this will have been 20 years in which we have built a single market, a single currency, an enlargement to the east, and almost, President Giscard d'Estaing, almost a constitution. The US took how many years to achieve all this? Over 100. A democratic constitution? Monsieur Zoumine voulait aussi réagir à cette question. Allez-y. Et après, Madame Sauter. Allez-y. If That's I okay. may, I would add one thing. I think that all the reason to believe that Europe will be ever stronger in the future. Our map shows very clearly Europe is very strong in financial sector, is very strong in trade, and obviously still number one, 27% of global GDP as well. And also our map shows that Europe today is so interconnected to each other. So the only way for Europe to move forward is to move further integrated, to move to a more strong and the euro area as well. So I also agree with Prime Minister Monti mentions. If you're looking for the overall, the debt situation is not as worse as the US and Japan or others as well. But so the whole issue is really the internal issue, the governance issues. So we need the European politicians, and it's not an issue for the future of the euro, it's really whether we'll be able to architecture a clear vision of the roadmap lead to the Europe to the future. I think that's the key issue. Thank you. On continue. Merci, Zoumine. On continue avec Anne-Marie Slaughter, qui voulait réagir également. So Okay. it may take, again, an American to see things that Europe does not, but I would also offer a vision of Europe as, like the United States, a continent that reflects the world. You may not see it, but over my lifetime, the cities of Europe have changed so profoundly. Brussels now reflects large parts of Africa. London reflects the Caribbean, Pakistan, India. Paris reflects Vietnam, Algeria. Germany reflects Turkey. There has been an enormous transformation. Of course, there is huge political debate. There is enormous political debate in my country every 20 years over immigration. But Europe, like the United States, reflects and is increasingly connected to the rest of the world. Merci. On sent d'ailleurs comme une indulgence dans vos regards sur nos propres affaires qui sont pourtant un peu compliquées en ce moment. Pascal Lamy, votre réaction sur votre vision européenne, et peut-être est-ce que les Européens comprennent bien les ressorts de la politique internationale, de la production, etc. Est-ce qu'ils sont vraiment au fait? Je crois d'abord que il en faut une vision et que pour l'instant, encore une fois, ça ne dépend pas de moi. Donc, le plus important, c'est que les politiciens européens reconnaissent qu'il leur en faut une. Et il leur en faut une commune. Et il leur en faut une commune que les opinions comprennent et qui soient capables de remobiliser les opinions. Ça c'est un travail qui a été confié historiquement aux institutions européennes, et il est certainement regrettable de mon point de vue qu'elles aient cessé de produire cette vision pour les opinions. Alors, quelle est la mienne? Elle est toute simple, et certainement nourrie de mes années mondiales. C'est une économie sociale de marché à conscience environnementale prononcée. Ça, c'est la spécificité européenne. Ça n'est pas la civilisation américaine, ça n'est pas la civilisation chinoise. Et je trouve
et j'essaie de me dégager de ma nationalité européenne pour me mettre au plan philosophique, je trouve qu'il est essentiel que la biodiversité politique de cette planète comprenne cette identité-là dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans. Et c'est ça qui se joue. C'est une forme d'identité dont il faut bien comprendre les caractéristiques par rapport à d'autres modèles de civilisation dans le monde. Il ne s'agit plus, comme l'histoire occidentale l'a voulu pendant des siècles, d'en faire le modèle mondial, c'est-à-dire de dominer les autres deux modèles. Il s'agit de ne pas être totalement dominé par d'autres modèles qui, je crois, ne correspondent pas à l'articulation profonde de ce que sont les valeurs européennes. Alors, tout ça est dit en des termes très généraux. Expliquer ça à la télé en 2 minutes, ce serait un peu différent, mais c'est la réponse franche à cette question difficile. Très bien. Vous savez que, comme toujours dans cet exercice, les horaires sont contraignants, y compris ceux des premiers ministres. Donc je vais demander à Monsieur le Président du Conseil de bien vouloir conclure cette table ronde par quelques propos, si vous le souhaitez. Peut-être déjà nous répondre à une dernière question. On a le sentiment qu'au cours de tous ces sommets européens, la plus grande difficulté, c'est la mise en œuvre des décisions qui ont été prises. Chacun rentre chez soi, en gros, avec sa propre lecture des accords qui ont été passés. On a tous senti au dernier Conseil un pas en avant, auquel vous avez largement contribué d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que désormais, nous aurons la discipline nécessaire pour aller au bout de ce que nous avons décidé? Est-ce que nous allons continuer à avancer? J'espère que nous l'aurons. Je crois que nous l'aurons. Je suis sûr que si nous ne l'aurons pas, encore une fois, les marchés, mais aussi nos citoyens, vont nous punir, heureusement. Super.